Bonjour à tous. Je vois que voilà, vous êtes très nombreux ce matin. C'est un vrai succès. Bravo Philippe. Alors, dire que les médias de service public sont au service du public, on va se le dire. On voit tous que c'est une tautologie. C'est une évidence. On est au service du public. Et aujourd'hui, c'est plus que jamais une évidence à un moment donné où l'utilité de chaque euro de dépenses publiques est questionnée et doit être justifiée. Et pourtant, le dire aujourd'hui, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences concrètes que le dire hier. À l'ère de l'hyperconcurrence, à l'ère de la personnalisation des usages, on ne réussit pas de la même manière, on ne parle pas à tout le monde avec la même stratégie, on est obligé de comprendre spécifiquement les usages de chaque public. On ne touche plus les gens simplement en misant sur la qualité de nos programmes. On doit mieux comprendre comment aller les chercher. Et en fait, on doit passer d'une guerre de position à une guerre de conquête en allant là où ils sont. Et enfin, on est moins concernant, de plus en plus, on le voit, pour des personnes qui ne se sentent pas suffisamment concernées quand on leur parle d'un point unique, central à Paris. Et ça nous oblige, nous, à être plus présents sur le territoire, plus proches des préoccupations du citoyen. Alors, est-ce que tout ceci veut dire qu'on renonce à essayer de fédérer, à essayer de parler à tous? Bien évidemment que non. Et les audiences de nos radios publiques ces dernières années montrent qu'on s'accroche à cet objectif. Des audiences d'ailleurs qui concernent aussi les jeunes, qui concernent aussi les publics populaires, qui sont à 80% hors de l'Île-de-France. Donc ça montre bien qu'on essaie de couvrir la diversité des Français. Alors comment on y travaille? Philippe Bailly m'a donné 15 minutes pour vous en parler. Alors certains d'entre vous se rappellent peut-être des 3T. Ce groupe de chanteurs américains, c'était les neveux de Michael Jackson. Moi, je vais vous parler des 3P. Les 3P, c'est proximité, pluralisme et podcast. Alors, la proximité, pour nous, c'est la révolution de la saison. Depuis un peu plus de 2 ans, vous le savez peut-être, on travaille avec France Télévisions à la création d'un grand média local, radio, télé, numérique. On a commencé avec la création d'une application commune, à travailler sur un projet éditorial commun avec des matinales communes. On est en train d'achever le lancement d'un site numérique et la bascule vers une marque commune, si bien qu'en début d'année prochaine, on aura absolument tout l'arsenal pour pouvoir dire que définitivement, le grand média local ici est né. Et c'est pas tous les jours qu'un nouveau grand média est lancé. C'est la traduction d'une vraie conviction qu'on partage au sein de l'audiovisuel public, le fait qu'il faut des médias qui soient plus proches des gens, des médias qui soient en prise avec toutes les réalités du pays. Et on sait qu'en France, peut-être un peu plus que dans la plupart des autres pays européens, les médias audiovisuels sont particulièrement centralisés et concentrés à Paris, avec une forte prédominance de médias nationaux. C'est donc avant tout un projet démocratique, et je dirais même une révolution. On ne va pas minimiser les choses. Vous savez tous ce que c'est que de changer la marque de médias. Alors vous imaginez ce que c'est de changer la marque de 2 médias historiques organisés en réseau. C'est évidemment une prise de risque, mais cette prise de risque, elle est à la hauteur du message qu'on veut adresser au public. Et ce message, c'est de dire on est là pour vous, on est là où vous êtes, on est là sur les sujets qui vous préoccupent. On veut mettre à l'agenda les préoccupations et les réalités locales, et on veut travailler d'arrache-pied pour faire reculer le sentiment d'éloignement, d'invisibilité et, pour certains, d'abandon. Pour ça, on travaille à une offre éditoriale de reconquête. On essaie de faire un média qui soit chaleureux, qui soit divertissant, interactif, qui crée du lien. Et évidemment, on réussira que si ce grand média développe une proposition éditoriale qui soit forte et qui permette de coordonner tout ce que font l'ensemble des radios locales de France Bleu et des antennes régionales de France 3 partout sur le territoire.
Derrière, il ne faut pas se voiler la face, l'enjeu, c'est la question de la déconnexion de toute une partie du public envers les médias. On voit que cette question est une question qui est vitale, qui se pose aussi dans les autres pays. On l'a touché du doigt, particulièrement au moment de la crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vu venir. Cette tension, elle est toujours là. Je dirais que la marmite sociale continue de bouillir et il faut qu'on s'en occupe. Deuxième grand enjeu, le pluralisme. Alors, si je devais recevoir 1 € à chaque fois qu'il y a une critique sur le pluralisme d'une de nos antennes, j'aurais presque les moyens de financer l'audiovisuel public. Alors, l'une des antennes qui fait particulièrement l'objet de critiques, peut-être aussi parce qu'elle est très regardée compte tenu de son statut de première radio de France, c'est France Inter. Voilà, elle est très critiquée pour son supposé manque de pluralisme, mais à tous ceux qui critiquent, j'ai envie de leur dire, écoutez vraiment France Inter. Arrêtez de regarder les capsules de 30 secondes qui sont postées sur les réseaux par ceux qui veulent essayer de créer la polémique autour de ce que peut faire cette première radio du service public. Et l'écart est immense entre la perception et la réalité de ce que fait France Inter au quotidien. C'était l'un des sujets d'ouverture ce matin, l'écart entre perception et réalité. Je pense que là, on est dans le mille. Chaque jour, il y a un travail considérable qui est fait par les équipes pour faire entendre tous les courants de pensée politique. On a fait une petite étude à la rentrée sur une tranche qui est une tranche importante, c'est le 9-10, dans laquelle on a mis un débat, et on a comptabilisé 55 types d'intervenants, 55 intervenants différents sur une période de quelques semaines, qui sont 4 fois plus nombreux que ceux qui sont intervenus sur des antennes radio similaires généralistes. Aujourd'hui, c'est plus de 7 millions d'auditeurs qui, chaque jour, se retrouvent dans cette diversité qui est proposée par France Inter. Jamais une radio n'a réuni autant d'auditeurs. Évidemment, c'est à surveiller jour après jour. C'est un travail colossal des équipes de la chaîne. Mais il n'empêche, par exemple, sur la matinale de France Inter rassemble aujourd'hui plus d'auditeurs qu'une journée complète sur une autre radio. Et si les auditeurs aiment France Inter, c'est pour ça que je souligne ces chiffres, si les auditeurs aiment France Inter, ça montre que finalement, ce qu'on entend de la part des détracteurs, ce n'est pas le sentiment le plus répandu chez les Français. Et là encore, c'est vraiment l'écart entre le monde réel et le monde perçu. Parce que le travail qui est fait au quotidien par les équipes de France Inter, ce n'est pas pour faire une chaîne d'opinion. C'est plus facile d'inviter toujours les mêmes personnes, les mêmes courants. C'est beaucoup plus difficile d'aller chercher des personnalités qui sont différentes et d'essayer de fabriquer une chaîne qui aide à fabriquer son opinion. Et qui donc font entendre des personnes qui parfois dérangent, qui parfois questionnent, mais qui au final font réfléchir. Et c'est ça le rôle d'une grande chaîne comme France Inter. Et je vais vous dire au fond une chose, être pluraliste aujourd'hui, c'est plus difficile, parce que ça veut dire que forcément, vous faites entendre des choses qui, à un moment donné, déplaisent à chacun, ce qui fait qu'à la fin de la journée, on a forcément déplu à tout le monde. Le pluralisme, c'est pas simplement la différence des opinions, c'est aussi la pluralité des centres d'intérêt des Français. Et ça aussi, on y travaille beaucoup pour que nos concitoyens puissent tous se reconnaître dans les offres du service public de la radio. On essaie de comprendre les besoins de nos concitoyens et de développer une gamme de radios qui puissent répondre à ces besoins-là. Par exemple, l'envie de s'évader en musique sur FIP, l'envie de s'évader avec du récit sur France Culture, l'envie de comprendre et d'apprendre sur France Inter. Voilà. Et chaque saison, on met les bouchées doubles pour renouveler cette offre. On dit souvent que nos médias sont des médias d'habitude. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, pour continuer d'attirer l'attention, d'intéresser dans un moment d'hyper-sollicitation, on est obligé en permanence de se renouveler. Mon troisième P, c'est le P de podcast.
Alors, pour être au service des citoyens en 2024, on doit être présent dans les nouveaux lieux d'influence. Et assurément, le podcast fait partie de ces nouveaux lieux d'influence. Moi, j'étais très frappée par l'importance du podcast pendant la campagne présidentielle américaine. C'était très commenté aux États-Unis, beaucoup moins en France, et pourtant, ça a été une vraie tendance importante. On a vu le candidat Donald Trump qui a refusé certaines interviews télévisées, qui a refusé un second débat avec Kamala Harris et qui est allé dans des podcasts pour faire des interviews qui ont eu un écho retentissant. Par exemple, celle qu'il a faite avec le podcasteur très influent Joe Rogan, qui a pour lui plus de 14 millions d'abonnés. Et l'interview de Donald Trump a duré 3 heures et a eu plus de 30 millions d'écoutes sur 2 jours. Kamala Harris, elle aussi, a vu l'importance de ce format. Elle a pris la parole dans des podcasts qui s'adressaient à des cibles, comme Caller Daddy, qui touchait principalement un public féminin, ou All the Smoke, destiné aux hommes afro-américains. Si bien qu'un journaliste du New York Times a résumé la situation. Autrefois, les candidats à la présidence avaient pour habitude de visiter 99 comtés de l'Iowa. Il semblerait qu'ils participent désormais à 99 podcasts. Voilà, c'est vraiment une approche ciblée qu'on a vue, celle des candidats à la présidentielle américaine, qui montre quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est la capacité du podcast à aller chercher des nouveaux publics et à leur offrir des offres qui soient ciselées pour répondre à leurs attentes et à leurs sujets de préoccupation. À Radio France, c'est une tendance sur laquelle on s'est positionné très tôt, à la fois avec tout le catalogue d'émissions, de connaissances et de savoirs dont les écoutes ont été démultipliées avec la capacité de réécoute en podcast. Et c'est aussi la création d'offres ciblées comme celles qu'on a créées ces dernières années à destination du public enfant. On a un catalogue de plus de 3500 épisodes qui ont jusqu'à présent été écoutés et téléchargés plus de 100 millions de fois. Donc ça montre vraiment la puissance de ce nouveau format qui est au cœur de notre stratégie d'invention du média radio de demain. Mais ce qui est important pour nous en tant qu'acteurs de service public, c'est de consolider ce segment. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le podcast est à la croisée des chemins, avec d'un côté la capacité à développer un univers bouillonnant, créatif, intelligent, et de l'autre le risque d'avoir, comme on a pu le voir en particulier aux États-Unis, l'équivalent d'une espèce de no man's land où, comme sur certains réseaux sociaux, on a de la désinformation, on a des polémiques très fortes, on a la haine, l'antagonisme qui est attisé. Donc il y a aujourd'hui tout un terrain, le podcast, sur lequel c'est important de réintroduire sans doute la pluralité de voix, les principes déontologiques du journalisme, et c'est à ça qu'on s'attelle pour offrir ce qu'il y a de mieux au public et à tous les publics. Voilà, merci Philippe, merci à tous. Merci beaucoup Sybille. Donc, proximité, pluralisme, podcast, donc les 3 P majeurs. Peut-être juste une question pour rebondir sur l'actualité, l'actualité des réseaux sociaux, l'actualité de Twitter et de ceux qui le quittent. Qu'en est-il à Radio France? Est-ce que vous avez, que ce soit au niveau des stations ou au niveau éventuellement des journalistes, des individualités, est-ce qu'il y a une réflexion, est-ce qu'il y a une consigne entre guillemets, ou en tout cas une doxa qui a été définie? Alors, la question ne se pose pas aujourd'hui. C'est une question qu'on s'est posée depuis que Twitter est devenu X, qu'il n'y a plus de certification des comptes pour garantir leur fiabilité, et qu'on a vu la désinformation qui gagnait une ampleur absolument considérable. Donc ça fait quelque temps qu'on se pose la question. Mais on est dans une situation qui est différente, à la fois des individus qui quittent X et des médias privés qui peuvent le quitter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui sur X, il y a plus de 18 millions de Français qui y sont.
Pour reprendre le titre d'aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un nombre considérable de nos concitoyens qui sont dessus. On ne peut pas dire nous on veut s'adresser à certains et pas à d'autres. Donc, là où il y a un public qui est présent, on doit être présent aussi pour essayer d'apporter une information et de ne pas laisser le champ de la désinformation qui soit seul en ligne. Alors évidemment, c'est une question qu'on va continuer de se poser et de regarder, parce que il y a de plus en plus de médias qui en sortent, mais ça ne veut pas dire pour autant que les usages basculent. Il faut être réaliste. C'est pas parce que les médias partent qu'il va, à un moment donné, que le public va automatiquement suivre. Donc, ce qu'on veut, c'est réduire notre présence, encourager le transfert sur d'autres plateformes, mais tant que autant de Français continuent d'être présents sur X, il faut qu'on puisse continuer de leur parler, et on ne peut pas dire à ces Français-là qu'on ne s'adresse plus à eux. Merci beaucoup. Merci pour ces 3 P pour être toujours davantage au service du public.